Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui, jeudi. Et tout de suite, voici les grands titres. Au cours de ce mois, les dirigeants de la communauté est-africaine et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe ont nommé de nouveaux médiateurs pour la crise sécuritaire en cours dans l'est du Congo. Et les députés ont demandé au ministère de l'Éducation de reviser la politique éducative de 2003 et de s'attaquer aux problèmes qui font que la qualité de l'éducation au Rwanda aujourd'hui n'est pas à la hauteur des capacités investies. Bienvenue. Au cours de ce mois, les dirigeants de la communauté est-africaine et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont nommé de nouveaux médiateurs pour la crise sécuritaire en cours dans l'est du Congo afin de tenter de trouver une issue favorable à ce conflit. Toutefois, les experts en politique internationale restent sceptiques à cause de l'indifférence du gouvernement de Kinshasa qui reste indifférent. Les détails avec Patrick Iledandi. Le 24 de ce mois, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ont nommé de nouveaux médiateurs pour la crise sécuritaire en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie. Parmi ceux qui pensent que cette équipe pourrait produire des résultats positifs si elle était utilisée efficacement, on trouve le général à la retraite James Kabarebe, secrétaire d'État chargé de la coopération régionale au sein du ministère rwandais des Affaires étrangères. L'équipe compte désormais l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, et Desalegn, tandis que Uhuru Kenyatta est resté. Si ces trois-là travaillent ensemble en s'attaquant aux causes profondes du problème de sécurité en République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que cela donnera de bons résultats. Ce n'est pas la première fois qu'Olusegun Obasanjo joue un rôle de médiateur pour les questions de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été nommé par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, comme son envoyé spécial dans la région de Grand Lac, où il a négocié entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle CNDP en 2008. Uhuru Kenyatta a également été médiateur entre le gouvernement congolais et divers groupes armés lors de pourparlers de Nairobi, ainsi que lors des discussions de Luanda visant à résoudre les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les analystes tels que l'honorable Mukabalisa Germaine soutiennent que sans volonté politique du Congo, le pays continuera d'être une source d'insécurité dans la région. Une solution durable réside dans la capacité à s'attaquer aux causes profondes du problème en évaluant la cause réelle. Il n'y aura pas de solution si le problème n'est pas abordé à la racine. Pendant longtemps, le gouvernement de la République démocratique du Congo a cherché d'autres mesures que le dialogue pacifique avec toutes les parties concernées. En tant que Rwandais et Africains, nous ne cesserons pas de plaider pour le dialogue et une solution politique par opposition à toute autre alternative. L'occupation continue des divers territoires et villes dans les deux provinces du Kivu par les M23 a incité diverses organisations africaines à se réunir pour trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe M23 insiste sur le fait qu'il se bat pour ses droits, tandis que le gouvernement congolais est réticent à s'engager dans un dialogue qui pourrait apporter une solution. Le juriste Aloïse Mutabingwa prédit que tant que les forces extérieures continueront à rejeter la responsabilité des problèmes de la RDC sur le Rwanda, aucun progrès réel ne sera réalisé. Les dispositions du droit international visant à punir sont plus justifiables à Kinshasa qu'à Kigali. Cependant, il y a des gens qui s'efforcent de détourner la vérité
mais la vérité restera toujours. Une autre chose étonnante est de savoir comment on peut échouer politiquement, perdre une guerre et échouer en diplomatie. C'est dit jamais vu. C'est un gouvernement qui échoue sur toute la ligne, alors que les puissances occidentales ne se soucient que de leurs intérêts miniers au détriment de l'humanité. La République démocratique du Congo n'engage pas des négociations avec les M23, mais se concentre plutôt sur les lobbying en faveur des sanctions contre le Rwanda. Pendant ces temps, le Rwanda affirme que les menaces des sanctions n'apporteront pas de solutions durables à ce problème de longue date, d'autant plus que le gouvernement congolais collabore avec les groupes terroristes des FDLR pour porter atteinte à la sécurité du Rwanda. À présent, parlons d'éducation. Les députés ont demandé au ministère de l'Éducation de réviser la politique éducative au Rwanda de 2003 et de s'attaquer aux problèmes qui font que la qualité de l'éducation au Rwanda aujourd'hui n'est pas à la hauteur des capacités investies dans ce secteur, y compris en termes d'argent et d'équipement. Les détails avec Patrick Nyelidadi. Le rapport de la commission parlementaire sur l'éducation, la technologie, la culture, les sports et la jeunesse, portant sur une analyse de la mise en œuvre de la politique éducative de 2003 et du plan d'éducation 2017-2024, montre que le gouvernement du Rwanda a beaucoup fait pour promouvoir l'éducation avec l'augmentation du nombre d'étudiants à tous les niveaux, ainsi que l'augmentation du nombre de salles de classe, d'enseignants et du matériel pédagogique. Certains députés soulignent que le ministère de l'Éducation et d'autres institutions concernées devraient changer leurs pratiques car la qualité de l'éducation a régressé dans certains domaines. Si un élève ne sait ni lire, ni écrire, ni parler l'anglais, ni calculer, cela démontre que la qualité de l'éducation est en baisse. C'est une véritable chute libre, une situation alarmante. Lorsque vous discutez avec les responsables du ministère de l'Éducation, avez-vous eu l'impression qu'ils comprenaient cette chute libre ou bien ils sont attentistes seulement? Pour que la qualité de l'éducation soit renforcée, il faut l'apport du ministère de l'Éducation qui doit apporter une formation continue et de bonne qualité aux enseignants en leur fournissant du matériel et équipements nécessaires et en suivant le programme élaboré et surtout en élaborant les examens. Entre-temps, le ministère de l'administration locale doit jouer son rôle, celui de veiller sur l'enseignant, les directeurs d'école, tout en veillant à ce que les parents jouent leur rôle auprès des enfants. Parmi les défis, on trouve notamment les redoublements des enfants à l'école, l'absence du respect des débuts de cours, l'usage de l'anglais et d'autres langues dans les écoles, du grand nombre d'élèves, 85% en première année du primaire, qui étudient en double shift, de la fourniture des livres aux écoles, en particulier des livres pour les élèves, car les écoles professionnelles et techniques manquent cruellement des manuels scolaires pour les élèves. Les enfants de la maternelle disent que les chaises et les toilettes ne sont pas adaptées à leur âge et le niveau d'éducation des personnes handicapées est encore faible. Dans l'éducation de base, la Commission a salué le programme d'alimentation scolaire, mais a demandé que les défis restants soient résolus. Certaines écoles ont reçu du matériel inadéquat et d'autres du matériel qu'elles n'ont jamais utilisé. Après avoir discuté de ces questions, l'Assemblée plénière de la Chambre des députés a demandé au ministère de l'Éducation notamment de réviser dans un délai ne dépassant pas 12 mois la politique d'éducation de 2003. De résoudre de manière durable et rentable le problème des planifications de l'éducation, notamment ceux liés à la mise en place des combinaisons et des métiers, l'octroi des droits pour créer de nouveaux établissements d'enseignement privé, la distribution des équipements dans les écoles ainsi que les placements des élèves et des enseignants seront effectués dans un délai n'excédant pas 9 mois.
Ils ont également demandé à l'auditeur général des finances de l'État de procéder à un audit approfondi des éléments suivants: la préparation, la rédaction, la distribution et la qualité des manuels scolaires, ainsi que leur distribution aux écoles et la manière dont ils sont utilisés. L'utilisation de la technologie dans l'éducation, la fourniture d'équipements technologiques, la manière dont ils sont utilisés dans les écoles et la manière dont ils sont gérés, à réaliser dans un délai ne dépassant pas 9 mois. La Chambre en charge des nouvelles technologies au sein de la Fédération rwandaise du secteur privé a lancé un programme de 3 ans visant à améliorer les compétences de 20 000 jeunes, hommes et femmes, dans 4 districts dans le but d'élargir les opportunités d'emploi. Un récit de Patrick Nilidandi. Lancé au club Rafiki à Nyamirambo, le programme devrait initialement accueillir environ 100 participants. Au cours des 3 prochaines années, il vise à doter 20 000 jeunes des compétences technologiques dans 15 centres à travers le pays. Pour ma part, je suis enthousiasmé par ce projet car il m'aidera particulièrement à acquérir davantage des compétences technologiques. J'ai été impliqué dans la technologie et certains des défis ont été l'accès à un bon Internet et à des appareils modernes comme les ordinateurs portables et autres. Mes attentes sont élevées pour ce projet. Ce qui est bien, c'est que je pourrais même faire des recherches, des livres numériquement. Nous avons été confrontés à des défis, notamment l'analphabétisme numérique. Mais nous allons maintenant encourager les gens à essayer des livres numériques aussi. Quelque chose de très excitant pour moi dans ce programme, ce sont les animations. J'ai suivi des cours d'animation et j'ai maintenant l'occasion d'en explorer davantage et j'espère qu'une fois que je l'aurai bien maîtrisé, l'emploi sera très facile. Selon Yves Iradokunda, secrétaire permanent au ministère en charge des nouvelles technologies, l'initiative s'aligne sur l'objectif du pays de former 500 000 personnes aux compétences technologiques avancées et 1 million au codage d'ici à 2029. Nous avons adopté ce programme qui cadre avec les objectifs du pays. Ainsi, au cours de 5 prochaines années, nous souhaitons former jusqu'à 1 million de personnes à l'usage de nouvelles technologies. Nous voulons implanter ces programmes dans tous les centres de jeunes à travers le pays, en invitant les jeunes à y adhérer, car c'est une réelle opportunité. Cette initiative se déroulera par phase, en commençant par 5 centres situés dans les districts de Kichukiro, Nyarugenge, Rusizi et Nyagatare, et devrait offrir une chance à 20% aux jeunes d'obtenir un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur formation. À présent, nous accueillons sur le plateau de la grande édition une des voix littéraires rwandaises les plus entendues et les plus reconnues dans le monde, Scholastique Mukansonga. Elle n'a pas besoin d'introduction. Le succès international de ses livres nous dit tout. Citons-en certains comme La femme aux pieds nus, Inyenzi ou Les cafards, ou encore Notre-Dame du Nil. Ce dernier était à l'honneur hier soir lors d'une projection exclusive de son adaptation cinématographique, mais aussi l'occasion de célébrer sa traduction en Kinyarwanda. Scholastique Mukansonga, bienvenue sur notre plateau. Merci Michel, merci bien. Alors, nous parlons du livre Notre-Dame du Nil, traduit aujourd'hui en Kinyarwanda. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Beaucoup, beaucoup. J'attendais ce moment depuis très longtemps, très longtemps. Je pense que j'ai commencé à écrire tard. Mais pour moi, ce n'est pas tard, c'est le temps qu'il me fallait pour me sentir prête à partager cette histoire sur le plan international et à laisser quelque chose, j'allais dire officiellement, d'écrit. Un livre,
les paroles passent, les livres restent. Oui. Donc, j'ai commencé à écrire en 2006. J'ai commencé, comme tu le dis, Michel, par Inyenzi ou les cafards, publié en 2006. La femme au pied publié en 2008. Et Gifou, ce sont des nouvelles, c'est plusieurs nouvelles, donc oui. Sur le Rwanda ou sur des choses que je n'aurais pas mis dans Inyenzi ou les cafards en 2010, et Notre-Dame du Nil, premier roman en 2012. Alors, il est vrai que c'est à partir de Notre-Dame du Nil, premier roman, qui a eu un accueil inimaginable, mais ça le valait, on y avait droit. C'est une histoire quand même universelle qui concerne la communauté internationale. Il y a eu vraiment un accueil sur le plan international extraordinaire, et on s'est mis à me traduire dans toutes les langues du monde, dans toutes les langues, à commencer par l'anglais, l'allemand, l'italien, le chinois, le japonais, l'indien, le russe, le grec, le truc, et ça continuait à se multiplier les langues, mais je disais, mais tout cela c'est très bien, mais la langue la plus importante, c'est le Kinyarwanda. Oui. Et donc, j'ai commencé à en parler, je crois que j'en avais parlé avec la ministre en 2014 quand je suis venue pour les commémorations de Kwibukava. Oui. Et en même temps, aussi, quand je suis venue en 2013, aussi pour la remise des insignes de chevalier des arts et des lettres, ici par l'ambassadeur Flèche de France, ici à Kigali. Donc j'ai commencé à dire, il me faut absolument que mes livres, au moins 1 ou 2 ou 3, soient en Kinyarwanda. Parce que les Rwandais, il y en a beaucoup. On est vraiment sur le plan, je dirais, intellectuel. Les Rwandais, ils sont vraiment... ils ont une gourmandise extraordinaire, exceptionnelle d'apprendre. Beaucoup parlent l'anglais, beaucoup parlent le français, mais à côté, il y en a qui parlent le Kinyarwanda et qui aimeraient aussi mourir. Et puis même ceux qui parlent le français et anglais aimeraient aussi mourir dans notre langue maternelle. Oui. Donc je suis extrêmement, je dirais, satisfaite, heureuse qu'enfin un livre est présent et en Kinyarwanda, et j'espère qu'il y en aura d'autres, Michel. Sûrement. Alors aujourd'hui, quelle est l'importance en tant qu'écrivaine d'écrire et de traduire justement ces œuvres littéraires en nos langues maternelles? Quel effet ça fait pour vous, artiste, écrivain? L'effet que ça fait en tant qu'artiste, moi je dirais, quand j'écris Michel, tu sais, moi j'ai toujours dit que je suis une conteuse. Parce qu'en fait, j'emboîte le pas de ma mère. C'est sincère, je n'ai pas fait d'études littéraires, je ne me destinais pas à devenir écrivaine. Seulement, notre histoire a fait que je n'avais pas à me poser de questions. Je savais écrire comme tout un chacun, et je ne savais pas que j'avais une qualité littéraire digne d'être publiée. Ça s'est fait, tant mieux, parce que c'est une histoire qui méritait d'être publiée. Donc, moi, en tant que conteuse, parce que j'ai grandi comme toute petite fille aux côtés de ma mère, et nos mères, à cette époque-là, c'était des mères qui ne savaient pas ni lire ni écrire, et qui avaient surtout la responsabilité de la transmission de la tradition rwandaise. Et j'espère qu'aujourd'hui, toutes les mères, même ceux qui sont cultivés, ceux qui sont intellectuels, continuent cette tradition. En tout cas, pour moi, j'étais l'héritière directe de ma mère. Je devais être conteuse, et conteuse par écrit, bien évidemment, parce que j'ai eu accès au savoir. Alors moi, j'avais une responsabilité j'écris pour les générations d'aujourd'hui et de demain.
Donc, notre histoire, elle est ce qu'elle est, Michel. Elle est douloureuse, mais elle fait partie de notre histoire. Et il n'en est pas question de faire une croix sur cette histoire, d'effacer cette histoire comme avec une baguette magique, de refouler notre histoire. Il y a un proverbe qui dit « Ibuye ryamenyekanye ntiriba rikishe isuka ». Nos enfants doivent savoir ce qui a été l'histoire pour ne pas tomber absolument dans le même piège et dans les mêmes erreurs que leurs aïeux. Alors ce même livre a aussi été adapté au cinéma. La littérature et le cinéma, dirait-on que ce sont des opposés ou bien des arts complémentaires? Normalement, c'est le prolongement. C'est le prolongement du livre, parce que le prolongement dans le sens de visibilité, ça apporte une autre visibilité, ça apporte forcément à notre public, parce que même ceux qui savent lire, on n'a pas toujours le temps de lire. On peut travailler, il y en a qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient bien lire, mais ils sont pris par d'autres activités dans la journée et ils n'ont pas le temps de lire. Mais par contre, le week-end, on peut bien aller regarder un film. Oui. Donc, un film vient vraiment ajouter, enrichir absolument, mettre vraiment une lumière sur le livre. Et éveiller la curiosité un peu plus pour plus, oui. Tout à fait. Parce que le film, en même temps, en plus, ça peut être aussi frustrant pour l'auteur. Hein? Parce que quand vous êtes auteur, vous aimez tellement votre bébé, parce que nos livres, on les appelle nos bébés. C'est normal, quand on publie un livre, quand on achève un livre et qu'on dit c'est prêt à être publié, c'est l'accouchement. Hein? C'est nos bébés. Et donc, on l'accompagne dans les premiers moments quand il vacille, quand il apprend à marcher, quand il apprend à aller vers le public. Et il est vrai que quand on vous dit vous allez être votre livre va être disséminé non, va être sur l'écran, hein, va être adapté. Michel, vous n'aimez pas. J'ai parlé tellement Kinyarwanda que maintenant je vais monsieur pas. Du moment que je ne parle pas mon Kinyarwanda, que je parle de quelques mots de français, je les retrouverai. Oui. Donc, quand on vous dit votre livre va être adapté au cinéma, vous vous dites, ça y est, c'est tout le livre, de A à Z. Eh bien non, parce que le réalisateur apporte sa touche. Il a un autre regard. Ce n'est pas forcément... Il va prendre les éléments, bien sûr, du livre, et il sait que c'est votre livre, mais après, il ajoute ses ingrédients. Et c'est ce que je disais hier à la projection. Il est vrai qu'il a apporté, je pense qu'il a apporté en plus dans ce livre quelque chose de l'ordre de la réconciliation et de l'ordre de voir le Rwanda sous l'angle aussi de sa beauté. Quand on voit toutes ces belles collines, les 1000 collines du Rwanda, il est vrai que c'est une chance, c'est la chance justement de Notre-Dame du Nil qu'on voit aussi ce côté de beauté de notre pays. Oui, alors comment le milieu aujourd'hui littéraire rwandais et africain en général a-t-il évolué depuis, mais aussi vous allez nous parler aussi de comment se présente le futur de la littérature africaine, mais spécialement rwandaise. La littérature africaine, mon Dieu, on a fait vraiment un pas géant. On est vraiment aujourd'hui, pour résumer, il faut voir, je ne t'apprends rien Michel, on est absolument, on concourt au grand prix au même titre que les écrivains occidentaux. Et d'ailleurs, la littérature africaine, non seulement on concourt au même titre que les écrivains occidentaux, mais les femmes africaines concourent aux côtés des hommes, parce que généralement la littérature, on aurait dit que c'était la propriété privée des hommes. Mais aujourd'hui, les femmes sont au même voir, font un pas
géant avant. Il est vrai que jusqu'aujourd'hui, avant, et encore, Gaël Faye, ce n'est pas une femme. Et il vient d'emboîter mon pas et je me réjouis énormément qu'il a obtenu absolument cette visibilité, cette reconnaissance extraordinaire et rare de Renaudot comme moi. Mais pendant longtemps, j'ai fait mon petit chemin tout seul depuis 2012 parce que j'ai eu le Renaudot en 2012, ça fait 12 ans, et j'étais la seule africaine qui avait pu accéder à un grand prix français, mais qui a aussi créé cette visibilité internationale. Et ce n'était pas une responsabilité simple, parce que justement, c'était en effet un Renaudot pour l'histoire de mon pays, du Rwanda, mais en même temps, c'était aussi pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, les écrivains africains sont vraiment, il y a des concours, Notre-Dame, ce n'est pas Notre-Dame du Nil, c'est la femme au pied nu et Kibogo est montée au ciel, qui ont failli décrocher le National Book Award à New York à 2 reprises. Donc j'ai frôlé, donc j'arrivais, on est finaliste, donc on sélectionne une 50aine de livres et après vous arrivez à la fin à 3. Et si les 3, il faut qu'il y ait un gagnant. Et le gagnant, il gagne. Mais ceux qui ont été finalistes, c'est comme s'ils avaient aussi gagné. Oui. Parce que c'est extraordinaire. Déjà, être traduit aux États-Unis, ce n'est pas donné, c'est très, très, très rare. Oui. C'est une exception. Et j'ai été traduite dès la sortie de ce livre, premier roman, en 2012. Ce livre a été traduit avant même qu'il ne soit Renaudot en anglais à New York. Oui, Scholastique Mukansonga, je vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez sorti Notre-Dame du Nil, mais aujourd'hui au cinéma, il est aussi adapté. L'occasion aussi de célébrer notre langue maternelle où ce livre se traduit aujourd'hui en Kinyarwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir pour moi. Oui. À présent, nous allons parler maladie. Aujourd'hui, nous allons parler du centre biomédical du Rwanda a annoncé qu'en avril, de nouveaux médicaments contre le paludisme commenceront à être distribués dans les centres de santé, les établissements de santé de base ainsi qu'aux auxiliaires de santé afin de lutter contre cette maladie en augmentation. Suivez les détails. Le centre de santé de Kinyinya, situé en district de Gasabo, enregistre un nombre élevé de cas de paludisme, traitant environ 700 patients chaque mois. En outre, 800 autres personnes reçoivent des soins de la part des auxiliaires de santé. Avec Swatamugila, le responsable de ce centre, explique bien que certains patients reçoivent un traitement contre le paludisme et certains reviennent encore en se plaignant de ne pas être guéris. Dr Hippolyte Guizamohil, médecin spécialiste en suivi de paludisme, précise que les médicaments administrés aux patients sont adaptés étant donné que les parasites du paludisme ont développé une résistance aux traitements précédemment utilisés. Dr Aimable Mituyumulemi, responsable du département de lutte contre le paludisme au centre biomédical du Rwanda, souligne que la mauvaise prise des médicaments contre le paludisme est un facteur clé de la propagation du paludisme résistant. Dr Mituyumulemi indique également qu'un programme est en place pour rapprocher les nouveaux médicaments contre le paludisme à la population partout où ils sont. Les dernières statistiques du Centre biomédical du Rwanda révèlent qu'en janvier 2025, le Rwanda a enregistré 83 000 cas de paludisme. Parmi eux, 110 000 proviennent de seulement 15 districts, avec Gasabo et Kitchukilo en tête. Environ 285 personnes ont contracté le paludisme cérébral. Les symptômes de cette forme sévère de la maladie incluent l'augmentation du nombre de parasites dans le sang, la diminution des globules rouges, l'anémie, la détérioration des fonctions cérébrales, ainsi que des atteintes aux organes vitaux tels que le foie et les reins. Et c'est ainsi que s'achève cette grande édition d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise, surtout RBA Iwachu avec Kate Gustave. Et d'ici là, portez-vous bien.